C'est parti. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, que faites-vous ici? Ce soir, c'est quand même THE débat. Enfin, hein, bon. Donc, merci d'être là. Doublement, triplement, quadruplement. À nous deux, on va en valoir les 5 là, de ce soir. Hein. Et au fond, on va quand même faire de la politique, hein, parce que on va finalement travailler sur un événement qui nous renvoie sur un très très grand centenaire, qui est le centenaire de la révolution, enfin des révolutions bolcheviques. On voit très mal d'ailleurs comment Vladimir Poutine va s'en débrouiller avec cette commémoration. Ce sera très signifiant de voir comment il se débrouille avec la commémoration de février puis d'octobre. Ça va déjà prendre beaucoup de la période contemporaine. Et nous, on va s'intéresser finalement à un événement dans cet événement qui est le meurtre ou l'assassinat dans la nuit du 29 au 30 décembre 2016 de Raspoutine. Enfin, je ne sais pas. De Raspoutine, on va y revenir, de Grigori Efimovitch Raspoutine. Donc, c'est cet homme-là hein, qui fait l'objet de l'ouvrage qui nous réunit ce soir avec un historien de la nouvelle génération des spécialistes de la Russie tsariste soviétique et post-soviétique, Alexandre Zompf. Alors, il est d'usage que je vous présente un peu, donc ça va être remarquable, hein, puisque donc, vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure d'Ulm, agrégé d'histoire en 2000, il faut le faire quand même, hein, commencer le millénaire avec l'agrégation d'histoire. Hein. On l'a terminé. On l'a terminé, oui, oui. Parce que 2001, c'est 2001 ? Ah oui, c'est vrai, oui, voilà, ça va, vous me collez. Écoutez, je ne suis pas mateuse, hein, donc voilà. on dépassera la vidéo. Voilà, donc vous êtes donc, déjà dans le deuxième millénaire, j'ai compris? Mais je suis né au XXe siècle. D'accord. Heureusement, parce que passer la grègue au berceau, ça me paraît un peu difficile. Et vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg. Bien. Votre thèse de doctorat était vraiment dans cette nouvelle courant historiographique qui consiste à analyser la révolution bolchevique non plus par en haut, c'est-à-dire par les révolutionnaires, les bolcheviques eux-mêmes, mais par en bas, hein, puisque vous avez travaillé sur les bolcheviques et l'éducation politique de la paysannerie hein, dans les années 20. Et vous avez pris d'ailleurs vous avez un prix pour cette édition au CNRS en 2010. Et puis, vous avez fait dans un folio histoire, donc la direction du grand public, et en particulier des étudiants, dont je souligne ici la présence, le livre de Lénine à Gagarine, une histoire sociale de l'Union soviétique. Et puis, on en parlait tout à l'heure en prenant notre petit thé roboratif, ce front de Russie de la guerre de 14-18 que l'on méconnaît totalement, en particulier, je dirais, dans la partie occidentale de l'Europe, la Grande Guerre oubliée, la Russie 1914-1918. Et puis, et on va le voir dans le livre Raspoutine, votre deuxième corde à votre arc de recherche, c'est le cinéma et le monde des images de façon générale. Et donc, vous avez d'ailleurs publié en 2015 Révolution russe au cinéma, naissance d'une nation, URSS 1917-1985. Et de fait, sur ces deux compétences-là que vous tricotez, si je puis dire, dans le livre sur Raspoutine. Alors, le centenaire de l'assassinat de Raspoutine en décembre 2016 a provoqué la parution de nombreuses brochures historicisantes qui s'en sont données à corps joie dans le sensationnel, qui se sont vraiment vautrées dans la légende noire du bonhomme. Hein. Alors, votre sensationnel à vous, parce que quand même vous commencez très fort aussi, hein, c'est votre toute première phrase, je vous la lis parce que peut-être qu'on va rentrer chez nous après. Hein. Raspoutine est une fiction. C'est une fable partagée par des millions de Russes et de Soviétiques, puis par les sociétés occidentales, c'est nous, hein, qui l'ont transformé en objet de culture populaire. Alors je dis zut, zut et rezut. On croyait avoir bien en main un Raspoutine manipulateur, charlatan, vipère lubrique, hein, pour faire vocabulaire à la Tito, et on n'aurait attrapé que du vent. On croyait avoir en Raspoutine un condensé, un résumé, la quintessence pure de la dégénérescence de la dynastie des Romanov. Ah, peut-être que ce n'est qu'un fantôme. Alors vous comprenez bien que l'incertitude est insupportable et que donc nous allons vous faire passer à la question. Alors, j'ai essayé d'organiser un petit peu le propos. Page 35 quand même, vous écrivez « Un être de chair, Grigori a bel et bien existé, et c'était, pour paraphraser le poète Lermontov, un héros de son temps, celui du crépuscule inéluctable de l'Empire russe et de la mutation d'une des dernières grandes sociétés archaïques du monde civilisé. » Alors,
Que savons-nous, que pouvez-vous nous dire de cet être de chair nommé Grigori Efimovitch, caché d'une certaine manière par la figure de Raspoutine? Bien, merci pour cette belle invitation et cette belle introduction. Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire quand même beaucoup de choses de ce personnage. Donc, il a bien existé, on connaît son lieu de naissance, on connaît presque sa date de naissance, a priori. Donc, en 1869, excusez-moi, j'ai un peu pris froid, donc je vais essayer d'économiser ma voix. On sait très peu de choses de sa jeunesse. Il a disparu à un moment donné, à la fin du siècle, pendant 3 années, on n'a absolument eu aucune nouvelle de lui. Donc, a-t-il été enlevé par des martiens? A-t-il été recruté par la police secrète et entraîné dans un camp pour mieux subvertir la royauté? A-t-il été emprisonné en tant que bolchevique? Tout ça, on ne le sait pas. Lui prétend être allé à pied jusqu'au mont Athos. Alors, ça fait à peu près 4000 km à pied depuis sa Sibérie, même 5000. Donc pour aller dans cette fameuse île-monastère, presqu'île monastère de Grèce, qui est un des hauts lieux de l'orthodoxie. Toujours est-il que finalement le passé de Raspoutine, en quelque sorte à la fois, est totalement insignifiant et en même temps sursignifiant, puisque le fait même qu'il vienne de ces confins de la Russie, confins de l'Europe même, qu'ils viennent de ce que les Russes... de ce qui est pour les Russes le Far East, leur frontière à eux, celle qui est toujours repoussée tout au long du XIXe siècle, le fait qu'ils appartiennent à une ou à l'autre des sectes qui pullulent dans ce lieu où on est plus loin des yeux du tsar, plus loin des yeux de la police, où il y a beaucoup de révolutionnaires relégués, etc., participe de la construction du mythe de ce personnage qui apparaît, ça on est sûr, en 1903 à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, qui est à l'époque la capitale de la Russie. Alors, des débuts relativement timides, dans certains cercles très très restreints, mais quand même assez huppés, des ecclésiastiques, et puis d'une certaine haute bourgeoisie d'affaires plutôt conservatrice. Voilà. Il est présenté au tsar, au passage, introduit par le confesseur de ses majestés, n'est-ce pas? Il fait plutôt bonne impression, en tout cas il est très content de lui, puis il redisparaît dans son village, à Pokrovskoye, donc dans la région de Tioumen, en Sibérie occidentale. Ce qu'on sait aussi de manière certaine, c'est que sa vie en pleine lumière, elle commence en 1906 et qu'elle s'achève donc brutalement 10 ans plus tard. Et donc il a vécu littéralement une vie de star. Moi, je me suis amusé à l'appeler la star de toutes les Russies, au lieu du tsar de toutes les Russies, parce qu'il m'est apparu, quand je réfléchissais à que diable pouvons-nous écrire aujourd'hui en 2016 sur Raspoutine, et c'était une question fort épineuse, il m'est apparu que c'était un phénomène médiatique, donc dans lequel le mythe, la légende évidemment ont leur part, mais aussi parce qu'on avait les conditions sociales, les conditions économiques, les conditions culturelles d'un engouement qui peut être positif, engouement qui peut être négatif. Vous l'avez vu ces derniers temps, si on mentionne la personne qui va être au centre de ce débat de ce soir, qui est pour, qui est contre monsieur EM, eh bien à l'époque, c'était qui est pour, qui est contre Grigori Efimovitch Raspoutine, qui l'a vu, qui ne l'a pas vu, qui l'a vu vivre, qui l'a vu saint, qui a entendu ses paroles, qui les a imaginées, et on ne peut pas à l'époque décemment prétendre écrire ses mémoires, prétendre écrire son journal intime, si on ne parle pas de Raspoutine. Ou alors ça veut dire qu'on n'a pas vécu en Russie. Donc c'est une véritable star. Il est presque plus connu, d'une certaine manière, où on peut parler de lui plus librement que du tsar. Donc on en parle extrêmement librement, extrêmement souvent, et pas qu'en Russie. Je me suis amusé, vous savez, il y a le site du New York Times, on peut faire des recherches sur toutes les archives du New York Times, et il a fait l'objet quand même de plus de 60 articles, dont, alors c'est vrai, la moitié autour de sa mort, mais 30 de son vivant. C'est quand même énorme, et le premier dès 1912. Donc il était mondialement connu, et aujourd'hui, en Russie, il y a plus de personnes qui connaissent Raspoutine que Lénine ou que Nicolas II, ça c'est certain. Personne ne sait qui est Nicolas II en Russie, aux États-Unis. Par contre, Raspoutine, les gens savent. Bon. Donc un phénomène médiatique. Et donc, à partir de ce moment-là, s'entremêlent des faits réels, des faits avérés, qui parfois sont même l'objet dans les archives de rapports de surveillance que j'ai pu consulter. Alors beaucoup ont été publiés, j'en ai trouvé encore quelques-uns, pas très intéressants par rapport à ce qu'on avait déjà. Donc on sait à quelle heure il est rentré, avec qui, dans quel état d'ébriété, plus ou moins, ou voilà, chez quelle femme il est allé, etc. Bon, on voit qu'il y avait beaucoup de passages chez lui, notamment, donc c'était une vie très très gaie, notamment à partir de 1914, pendant la guerre. Et puis il y a toute cette part d'ombre. Quel était son véritable rapport aux femmes? Quel était son rapport à la religion?
quelle était la véritable nature de ces liens avec d'un côté la tsarine, de l'autre côté le tsar, d'un troisième côté le tsarévitch, et puis tous les quatre en même temps, parce que c'était une sorte de famille recomposée de l'époque. Bien. Alors tout ceci, ça fait l'objet, pour l'historien, d'une interrogation, pour les témoins de l'époque, d'une interprétation, et moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de désinterpréter, ou plus exactement, d'interpréter l'interprétation. C'est-à-dire de comprendre pourquoi est-ce qu'on pensait ça de Raspoutine. Et donc on est bien dans une démarche d'historien. Et puis, comme l'a dit ma camarade, ici, eh bien, c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma, que je suis un historien du cinéma, c'est-à-dire que j'étudie les images, mais aussi et surtout les documents qui permettent de comprendre comment les images ont été produites, pourquoi et vers qui elles ont été diffusées, et comment les différents types de publics les ont reçues. Et donc j'ai visionné, je pense, à peu près l'intégralité des films occidentaux et téléfilms qui ont été réalisés et qui sont aujourd'hui conservés, parce que beaucoup ont disparu, au sujet de Raspoutine. J'inclus la Russie dans l'Occident. Donc je ne sais pas s'il y a des productions sur Raspoutine en Corée du Nord, les archives ne sont pas accessibles.